I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Michael. On va vous parler du coup de vision d'entraînement. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur nos deux systèmes d'entraînement, parce que vous allez voir que Michael du coup a créé son propre système d'entraînement et ça va être intéressant du coup de voir tout ça aujourd'hui. C'est parti. Donc Michael, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Michael, je suis dans le milieu du fitness, de la musculation depuis plus de 20 ans maintenant, ça commence à faire un bail. J'ai toujours été intéressé par la muscu, les méthodes de développement de la force et de l'hypertrophie, jusqu'à avoir envie d'amener un petit peu ma pierre à l'édifice pour aider en fait tous ceux qui veulent se développer en salle. Donc depuis quelques temps, j'ai créé un système d'entraînement qui s'appelle Big Five, qui est basé sur mon expérience, mon vécu, sur mes lectures, sur mes connaissances, sur les études scientifiques et puis un peu sur aussi tout ce que j'ai pu tester sur moi, sur les clients et aussi sur beaucoup d'études scientifiques. Voilà. Alors en fait, aujourd'hui c'est un peu l'opposition de style, mais avec quand même des choses qui se rejoignent parce que moi chez Big Five en fait je me suis inspiré de plein de mouvements différents, que ce soit les mouvements de développement de la force comme l'haltérophilie ou le powerlifting, le bodybuilding aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là, le poids de corps, voilà, j'ai fait un espèce de mix et puis j'ai essayé de garder tout ce qui me paraissait le plus cohérent, le plus scientifique aussi. Donc alors en fait le but aujourd'hui c'est d'échanger, je vais lancer un peu le sujet. Donc moi en fait, dans ma vision des choses, je pars du postulat qu'un pratiquant naturel ne va pas vraiment devoir s'entraîner comme un pratiquant professionnel qui prend des produits. Hein. On va parler de manière très détendue. Voilà, sachant qu'un pro que l'on va voir dans des vidéos aujourd'hui sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on sait qu'ils ont des taux hormonaux qui sont juste démentiels avec tous les produits qu'ils prennent. Donc vouloir calquer notre entraînement sur ce qu'ils font, à mon avis, c'est faire un peu fausse route. Donc quel est ton avis là-dessus ? Alors, c'est vrai que tu as raison, je te rejoins sur ce point. Quand on parle de produits d'ailleurs, il faut penser qu'on parle d'hormones du coup exogènes qu'on va apporter en plus. Donc c'est vrai que c'est de la triche en fait, pour résumer, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est tout à fait illégal, voilà, juste pour poser un petit peu les bases. Après, c'est vrai que dans ce milieu-là, effectivement, il y a beaucoup de dopage et le dopage se voit aussi visuellement, contrairement à d'autres sports. Et je vais expliquer un petit peu du coup pourquoi je suis d'accord et je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Déjà, je te rejoins, c'est vrai que quand quelqu'un prend des hormones exogènes, ça va forcément augmenter ses performances. Voilà, c'est logique. C'est pour ça que du coup ces gens prennent ce genre de choses, c'est pour augmenter les performances. Après, il y a quand même du bon et du mauvais à prendre dans leurs entraînements. C'est-à-dire que vu que ça augmente les performances, forcément ces personnes vont pouvoir s'entraîner plus. Quand je dis plus, c'est en termes de volume d'entraînement et en tirer des bénéfices. Forcément, un athlète ou un pratiquant qui est naturel ne pourra pas s'entraîner autant en termes de volume d'entraînement. Après, en termes d'intensité, je pense qu'un athlète, qu'il soit naturel ou non naturel, il faut qu'il s'entraîne de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il cherche à aller plus loin. Alors les facteurs d'intensité, il y en a plusieurs. Voilà, donc après, dans la tête de la plupart des gens, ça va être notamment la charge. Forcément, ils voient ces athlètes qui soulèvent extrêmement lourd. Mais en vérité, c'est vrai que même en ayant une pratique naturelle, il faut toujours s'entraîner, je dis toujours cette phrase simple, plus dur que le dernier entraînement. Ce qui est logique, on est toujours dans la volonté de vouloir avoir une courbe de progression. Alors la courbe de progression, elle ne va pas toujours être exponentielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas toujours progresser de semaine en semaine, d'entraînement en entraînement. Mais le but c'est ça, c'est de vouloir du coup améliorer l'intensité. Bon, le facteur le plus facile entre guillemets à mettre en place, comme on en a déjà discuté avec Michael, c'est la charge forcément. Après il n'y a pas que ça, il y a la charge, il y a le temps sous tension. Quand on parle d'hypertrophie, je pense que c'est les facteurs les plus importants. Et puis après, il y a plein de techniques et de méthodes d'intensification.
Alors, c'est un premier point sur lequel on est d'accord. Effectivement, moi, quand je dis qu'on ne peut pas s'entraîner comme un pro qui est dopé, effectivement, la première chose, c'est le volume d'entraînement. On voit des mecs qui font 30, 40, c'est souvent une référence que j'ai. Arnold, qui reste une de mes idoles, il faisait, pour ses points faibles, par exemple les épaules, il faisait 40 séries. Il faisait 10 ou 12 séries, 10 ou 15 séries par faisceau. Voilà, vous faites ça aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut s'en remettre, quoi. Et je vais citer un célèbre entraîneur canadien qui s'appelle Christian Thibodeau, je ne sais pas si tu connais. Ouais, il est préparateur physique, mais il fait du bodybuilding, de la force, etc. Et il disait, un juiceur, ce qu'ils appellent un juiceur au Canada, ceux qui font du jus, c'est un mec qui prend des anabos. Il a des taux hormonaux, prise de sang à l'appui, qui sont 80 fois supérieurs à quelqu'un qui est naturel. Donc c'est comme si on comparait un lion dans la savane et puis un chat. Je veux dire, le lion, enfin, vous voyez. Donc voilà, ça c'est un premier point sur lequel je suis d'accord avec Jordan. Et le deuxième point, effectivement, en termes d'intensité, comme tu disais, et là je suis tout à fait d'accord, pour moi l'intensité, moi j'appelle ça les capacités en fait, que ce soit la capacité à soulever du poids ou à faire plus de répétitions, on va dire que c'est un peu la pierre angulaire de ma méthode. Effectivement, il faut chercher par des moyens cohérents à les faire progresser. Je dis toujours, une paire de cuisses qui fait un squat à 80 kg, il y a de fortes chances qu'elle soit plus petite qu'une paire de cuisses qui fait un squat à 160 kg. Normalement. Voilà. Donc effectivement, ou celui qui fait 10 reps à 80 kg au squat et celui qui en fait 25, même si les facteurs nerveux influent beaucoup sur la force, mais quand même, au bout d'un moment, le développement musculaire, il va faire que vous allez être plus performant. Donc effectivement, comme tu disais, voilà, toujours réussir à essayer de manière cohérente, intelligente, et moi c'est vraiment ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé dans ma méthode, c'est essayer de progresser, gagner des reps, gagner du poids, mais de manière intelligente, parce que en fait, même n'importe quel sportif, en fait, sans parler du bodybuilding, on est toujours plus ou moins sur la corde raide, en termes d'entraînement et voire de surentraînement. On est toujours en train d'essayer de rester sur la corde, de ne pas trop passer dans le rouge, et puis quand on est dans le rouge, il faut récupérer correctement, et voilà. Et c'est toute une mécanique qui est, quand on est naturel, qui est plus complexe quand même. Un point sur lequel moi je diverge un petit peu de la vision bodybuilding, c'est l'entraînement en split. Je ne suis pas trop fan, voilà. Je suis plus sur des entraînements qui vont faire du full body, en fait qui vont solliciter plusieurs fois les muscles dans la semaine. Voilà. Si on regarde les courbes de récupération, etc., voilà, on sait que ça marche. C'est intéressant du coup que tu en viennes à ce sujet-là, parce que c'est vrai que le split c'était beaucoup utilisé, mais j'ai l'impression que ça tend du coup à être un petit peu supprimé. Alors je vais m'expliquer. Oui. Pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu, je vais prendre des références du coup, comme ça va vous parler un petit peu. On a Terence Ruffin, qui est un athlète du coup en classique physique, qui est top 2 mondial normalement. Bon, là cette année il a fait une petite chute au niveau du classement, mais bon, en temps normal il est deuxième, il a gagné l'Arnold Classic, etc. Lui par exemple s'entraîne maintenant, alors c'est un split un petit peu évolué. Il y a d'autres athlètes même qui tendent vers plutôt un entraînement type PPL, donc qui est un push-pull legs. D'accord. Voilà, donc c'est tout du coup, donc push, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'exercice de pousser. Pull, c'est tirer, et les jambes, du coup legs. Et c'est vrai que ces entraînements-là, du coup, alors il y a plusieurs groupes musculaires qui vont être travaillés dans la séance. Là où un split va travailler 2 groupes musculaires au plus, on va dire, le PPL, ça va plus tendre vers 3 voire 4 groupes musculaires parfois. Et ils font ça combien de fois par semaine? Alors du coup, ils font ça, du coup ils réitèrent, ouais, effectivement. Donc ce qui fait que, effectivement, en termes de volume, ils ont des groupes musculaires qui sont travaillés 2 fois dans la semaine, ouais, effectivement. Puisqu'ils font un push-pull legs, un jour de repos, et ils réenchaînent sur un push-pull legs. Donc ça fait du coup, voilà, c'est ça. Donc en gros, c'est vrai que c'est plus tendu à disparaître, j'ai l'impression, le split. Après, c'est vrai que le split, ça fait des années que c'est implanté aussi dans le milieu du culturisme, parce que voilà, ça revient à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a plus de volume qui peut être encaissé sur les muscles, et du coup, en fait, c'est à peu près la même chose, parce que du coup, en termes de volume, on s'y retrouve aussi.
C'est-à-dire qu'en fréquence d'entraînement, on va travailler un groupe musculaire 2 fois, mais peut-être en nombre de séries, ça va être à peu près la même chose, plus ou moins. C'est ça en fait qu'il faut regarder effectivement, quand on regarde les études de récupération musculaire et neuromusculaire suite à des séances, ils quantifient souvent le nombre de séries dans la semaine en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que un programme il ne dure pas 12 jours, ou il dure normalement 7 jours, même si le corps il ne sait pas qu'une semaine ça fait 7 jours, mais il dure 7 jours, donc effectivement il quantifie là-dessus. Et on se rend compte, en fait, moi j'ai vu des études intéressantes, je vous mettrai les liens, je crois que je l'ai déjà fait même, j'ai déjà parlé de cette étude. On a l'effet de la courbe en U inversé en fait. C'est-à-dire que jusqu'à un certain nombre de séries, on se rend compte que la personne continue à progresser, et passé un certain nombre de séries, la courbe elle s'inverse et ça redescend par semaine. Et pour tout, pour le sport, voilà. Et ce nombre de séries, c'est entre 16 et 18 séries par semaine par muscle. D'accord. Donc effectivement, la vision bodybuilder, c'est de faire 16 à 18 séries, plus ou moins, c'est à peu près ce qu'on fait généralement, par muscle, par séance. Et il peut y avoir une vision intéressante aussi de se dire, je le scinde en 2, en 3, et je réitère mon entraînement, mon muscle, je le fais plusieurs fois dans la semaine. Voilà, mais moi je me suis beaucoup basé en fait, parce que je me suis dit, c'est compliqué de calquer ce que font les bodybuilders pour ce qu'on a dit déjà. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? On sait que l'apparition des anabos, testostérone, ils ont commencé à prendre dans les années 60. C'était Steve Reeves, si vous avez vous connaissez un petit peu, c'était un acteur américain qui jouait dans les films d'Hercule, qui avait un physique magnifique, c'était l'idole de mes parents. Et quand j'étais gamin, j'aimais bien aussi. Donc lui, à mon grand désespoir, c'est un des premiers qui a commencé à prendre de la testo. Alors, je regardais ce qu'il faisait. Lui, il faisait du full body, mais ils avaient des physiques intéressants sans prendre des doses monstrueuses. J'ai regardé ce qu'il faisait un peu avant Steve Reeves, donc c'était plutôt années 50, 40 même. Donc là, il n'y avait pas vraiment d'anabolisant, et il faisait du full body. Alors, effectivement, on n'avait pas des physiques monstrueuses comme aujourd'hui parce qu'ils étaient naturels, mais ils se développaient. Donc, il faisait du full body 3 fois par semaine, il faisait tout le corps. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller puiser là-dedans et se dire, on peut prendre ça. Nous, aujourd'hui, qui sommes des pratiquants naturels, pourquoi pas essayer de faire un peu comme ça se faisait à l'origine. Alors, le but, c'est pas de revenir 100 ans en arrière, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, qu'on ne connaissait pas, parce qu'on n'avait pas les études scientifiques, on n'avait pas les marqueurs, etc. Donc, voilà, le but, c'est d'aller chercher avant et maintenant. C'est intéressant ce que tu dis. Par contre, c'est vrai que dans le culturisme, en fait, si tu veux, les entraînements, etc., vont évoluer avec le temps aussi, mais surtout avec ce qu'on attend, en fait, d'un culturiste. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer, c'est simple. À l'époque, on n'attendait pas d'un culturiste qui soit aussi impressionnant que maintenant. Mais en fait, la vision, du coup, a évolué aussi, c'est-à-dire que les juges attendent des choses, et en fait, les compétiteurs doivent, entre guillemets, se plier à ces choses-là. C'est-à-dire que c'est vrai que les drogues ont été introduites et forcément ça a amené aussi des physiques plus impressionnants, plus volumineux, puis il y a toujours eu une surenchère et on en est arrivé aujourd'hui en fait, par exemple Arnold Schwarzenegger, si on le mettait sur un plateau, il ne ferait pas un très très gros résultat parce que le sport a évolué aussi et du coup c'est vrai qu'on en demande vraiment beaucoup maintenant, toujours avoir un physique super esthétique, super sec, proportionné, symétrique, chose que peut-être avant on ne demandait pas non plus. Donc c'est vrai qu'un entraînement type full body avant, ça pourrait correspondre du coup parce que forcément les gens étaient, la plupart des culturistes étaient beaucoup plus développés que des personnes lambda entre guillemets. Et maintenant dans les salles de sport, tu prends un pratiquant qui a jamais fait de compétition. Il y a des pratiquants qui optimisent l'hypertrophie, qui veulent avoir un physique vraiment le plus impressionnant possible, on va dire, et qui ont des physiques qui peuvent battre facilement des anciens culturistes. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que ça a évolué, les mentalités ont évolué aussi, et du coup, voilà. Maintenant, les entraînements, vu que les physiques doivent être vraiment proportionnés de partout, et être symétriques et cohérents, forcément les entraînements, du coup, voilà, forcément un full body par exemple, on va peut-être moins entraîner un faisceau de l'épaule, par exemple le faisceau arrière, parce que si on fait que du tirage, on va travailler beaucoup les trapèzes, le grand dorsal, etc.
quand on fait du rowing, pareil, trapèze, etc. Donc, peut-être que le faisceau de l'arrière d'épaule sera un peu plus en retard et du coup ça va pénaliser. Donc les culturistes sont obligés de s'entraîner aussi pour développer certaines parties du corps qu'on leur demande en fait d'être développées. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'un culturiste a une approche un peu plus chirurgicale, un peu plus précise. Comme tu disais, il va travailler tel faisceau, il va se concentrer plus sur des parties précises du corps. Alors que moi, ce que j'enseigne, même si on fait de l'arrière d'épaule, parce que c'est très important d'avoir un équilibre avant-arrière, ne serait-ce qu'au pour la posture. Oui, au niveau anatomique, hein, si on est trop sur l'avant, on se chope des tendinites dans les épaules, ça c'est classique. Donc nous, on a une approche qui est fonctionnelle aussi. Le but, c'est de s'entraîner, mais de s'entraîner le plus longtemps possible, hein, jusqu'à 90 ans, pouvoir faire du Big Five, c'est très bien. Le but aussi, c'est de la performance, c'est d'être fort, c'est d'être endurant. Mais c'est aussi l'approche de l'entraînement, c'est une vision globale. Donc dans l'entraînement en lui-même, dans l'articulation de tous les exercices et dans chaque exercice aussi, on part du principe qu'on va chercher les exercices les plus anaboliques possibles. Le Big Five, c'est les 5 exercices de base, c'est le squat, le rowing, soulevé de terre, développé couché et développé militaire. Voilà. J'ai quand même des études qui démontrent que la plupart de ces exercices sont sur le podium en fait, comparé à plein d'autres exercices en termes de recrutement musculaire. Alors ça ne veut pas dire que les autres ne les font pas. Si vous faites une équipe, vous avez un coach de basket qui doit aller chercher des joueurs, il va prendre les meilleurs bien sûr, et après il va peut-être en prendre d'autres qui sont forcément pas aussi bons que les premiers, que l'élite, mais qui auront d'autres qualités et qui vont faire que l'équipe va marcher. Donc on a une approche qui est globale. Donc, en gros, tu nous as parlé de ta méthode, le Big Five System du coup. Oui. Donc voilà, c'est vrai que j'allais te demander du coup en quoi ça consiste. Donc je nous ai expliqué rapidement du coup en quoi ça consistait. Du coup, est-ce que cette méthode-là, tu l'appliques pour tout le monde? Comment tu... Alors cette méthode-là peut être appliquée pour tout le monde. Je n'ai pas encore pondu la méthode pour les plus de 50 ans, qui est Big Five un petit peu allégé, on va dire. Mais tout le monde peut le faire, sauf pathologie, mais tout le monde peut le faire. Que ce soit homme-femme, maintenant il y a beaucoup de femmes dans les salles qui veulent faire du muscle, c'est tendance, c'est cool. Quasiment à tous les âges. On a une approche pour les débutants de 3 et 4 semaines de préparation où on va rabâcher énormément les exercices de base avec beaucoup de séries et des intensités moyennes avec des séries longues pour de la répétition. Et après, le but, en fait, ça va être de répartir sur la semaine les exercices de base, des exercices antagonistes, parce que je pars du principe que si on pousse, il faut qu'on tire. Des exercices ensuite ce que j'appelle d'assistance, ça va être en bodybuilding, jargon bodybuilding, ça va être des exercices d'innovation, des cœurs, des mollets, bien sûr des fondamentaux sur les abdos pour le gainage de la colonne. Et le but, c'est d'articuler tout ça sur la semaine en fonction de ce que la personne peut faire, parce qu'encore une fois aujourd'hui, on a une vie qui est quand même bien remplie, on peut pas s'entraîner, tout le monde ne peut pas s'entraîner 6 fois par semaine comme les pros. Donc c'est réparti en 2, 3, 4 fois maximum dans la semaine. Il y a une cohérence en termes de progression de charge. On va avoir une progression qui va être très gradifiée en fait, graduée, pardon. Gradifiée. On va avoir une progression qui va être graduée de manière très progressive pour éviter de se cramer et puis pour essayer d'avoir une évolution qui soit quasiment sur toute l'année. Et voilà, donc le but, vraiment à la base, c'est 1, de développer de la force, et 2, de développer donc la capacité à soulever de plus en plus lourd, et 2, la capacité à soulever de plus en plus longtemps. Donc par exemple, sur un squat, on va faire des séries lourdes, et on va aussi faire des séries plus longues où on va se challenger et essayer de battre un nombre de répètes par rapport à la semaine d'avant. Et je peux vous dire que c'est extrêmement sollicitant. D'accord, ok. Donc si je résume bien de ce que je comprends, l'entraînement du coup va être plus axé du coup force, ce qui va engendrer aussi forcément de l'hypertrophie, et du coup des mouvements d'isolation pour être plus performant sur les exercices de base que tu as mis en place dans ta méthode, ce qui va amener du coup à être plus en forme du coup pour tout ce qui est aspect de la vie du coup,
être athlétique, pour être... il y a un côté fonctionnalité aussi. Il y a un côté fonctionnel, mais moi je me base vraiment sur le développement musculaire et sur le développement de la force. Le fonctionnel, on y viendra peut-être plus tard si je ferai un programme un peu hybride. Mais on sait qu'en fait la fourchette de répétition dans laquelle on hypertrophie le muscle, c'est entre 6 et 30. Ils ont fait une méta-analyse, qui est une analyse d'analyse. Donc c'est vraiment la crème de la crème. En plus, c'est Brad Schoenfeld qui l'a fait, donc c'est une pointure. Entre 6 et 30. Donc moi, je me suis dit, voilà, on va naviguer dans cette fourchette de répétition pour développer de la force et développer du muscle. Donc on va même, sur des niveaux avancés, on va même descendre en dessous de 6 répétitions. Et on va aussi avoir des séries moyennes, hein, de 8, 10, 12. Voilà. On ne fait pas que de la force pure, parce que la force pure, il faut aimer, c'est casse-pied. Et si on fait que de la force pure, on hypertrophie moins. Moi, le but, c'est vraiment de développer du muscle et de la force. Voilà. Je pense que les deux sont complètement liés. Un muscle, pour être développé, il faut qu'il soit fort, et inversement, pour qu'il soit fort, il faut le développer aussi. Donc on va imbriquer les deux, et on va avoir une méthode en fait, qui va être, à mon avis, performante et efficace. Donc du coup, moi j'ai parlé de ma méthode. Parle-nous un petit peu, toi, de la façon dont tu t'entraînes, parce que tu es culturiste, donc j'ai envie de savoir aussi. Alors, si tu veux, je te rejoins sur le fait de toujours vouloir performer sur certains exercices de base. C'est-à-dire que dans mon entraînement, il y aura toujours le premier exercice, sera un exercice de base. Donc tu as parlé du coup des squats par exemple. Pendant mes séances jambes, ça va être des squats. Et toujours dans l'idée, pareil, de performer en termes de charge et de nombre de répétitions aussi. Après, ça va être un deuxième exercice qui est tout aussi intensif en termes de charge. Et ensuite, ça va être des méthodes plutôt d'intensification. Donc soit ça va être par exemple des supersets, soit ça va être de l'excentrique, ou alors du concentrique aussi. Dans le bodybuilding, c'est vrai qu'il y a des méthodes qui ont été créées aussi, comme toi tu as créé le Big Five System. Par exemple, un préparateur physique comme Annie Rambod, je ne sais pas si tu connais. C'est un préparateur physique du coup qui a vraiment amené beaucoup de culturistes de la nouvelle génération au titre de Monsieur Olympia. Et lui, du coup, a créé une méthode qu'on appelle FST7. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. En gros, c'est sur un exercice d'isolation, en fin de séance, faire 7 séries à l'échec. Et entre ces 7 séries, avec 45 secondes de récupération, faire du coup de la contraction, donc du posing. Donc, ça peut être, par exemple, si tu fais les pecs, tu vas faire tes poulies vis-à-vis. Et ensuite, tu vas contracter du coup en position du crabe pendant 20 secondes et ensuite tu enchaînes. Par exemple, ou alors Patrick Tuor aussi, je ne sais pas si tu connais, préparateur physique aussi, qui a créé une méthode qu'on appelle SST, qui consiste à faire du coup 8 séries lourdes sur un exercice, ensuite descendre le poids de 20%, faire 8 séries avec 5 secondes d'excentrique, redescendre de 20%, faire 8 séries, enfin 8 reps, pardon, je dis séries à chaque fois, mais c'est 8 reps avec 5 secondes de concentrique, du coup cette fois-ci, et ensuite de l'isométrique, du coup pendant 20 secondes avec 20% moins de charge encore. Ça c'est une série par exemple. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes d'intensification comme ça. Après, ça peut être du très simple avec 5 secondes d'excentrique, voilà, ça peut être des supersets. Mais voilà, en général, c'est ça. Et toujours pareil, plus on avance dans la séance et plus ça va être des mouvements qu'on dit d'isolation du coup, ou d'assistance pour toi du coup. Mais le but c'est ça, c'est toujours s'entraîner le plus dur possible à chaque séance. Voilà. Et puis après les entraînements, forcément ça va être très différent des tiens. En fait, ils vont être construits de manière à en fait, développer ce qui manque sur mon physique pour que je sois compétitif en fait, sur scène. Donc là, par exemple, sur ma dernière compétition, il me manquait un petit peu de jambes. Donc forcément, on a mis 2 séances de jambes en place dans ma programmation, ce qui est quand même assez conséquent, parce que les séances de jambes, c'est quand même assez intensif. Et après, il me manquait par exemple aussi de l'épaisseur au niveau du dos, donc on a mis vraiment beaucoup de rowing, ce genre de mouvements qui vont travailler du coup les trapèzes, etc. Donc c'est vrai que c'est des entraînements qui sont plus orientés sur certains points. En fait, si tu veux, moi, quand je me suis entraîné au tout début, quand j'ai commencé, c'était vraiment du global pour développer mon physique dans sa globalité.
Après, il va y avoir du coup une limite en termes de développement si je m'arrête que sur du global, qui va faire que je vais avoir des points forts et des points faibles. Tous les pratiquants savent de quoi je parle. On a toujours des points qui sont plus forts ou plus faibles. Ça, c'est la génétique qui le veut. Et puis après, du coup, on va essayer de rattraper les points faibles par rapport aux points forts pour que le physique soit harmonieux, c'est ça, et qu'il soit plaisant à regarder. D'accord. Et alors, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors là, actuellement, j'ai 6 séances à caser dans la semaine. Après, moi, c'est un peu particulier parce que je m'entraîne en fait sur une semaine de 10 jours. C'est-à-dire que j'ai 6 jours d'entraînement et 4 jours de repos. Donc voilà, c'est différent. En fait, c'est vrai que comme tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que c'était intéressant ce que tu as dit. Le corps en fait ne sait pas qu'une semaine fait 7 jours. En fait, c'est les humains qui ont mis ce cadre en place, ce calendrier. Mais en gros, le corps, lui, 365 jours dans l'année, c'est des journées en fait pour lui. Il est réglé de la même façon en fait. Et il ne va pas se dire tiens, on est vendredi, c'est la fin de la semaine, je suis un peu fatigué. En fait, le corps, il encaisse toutes les journées pareil en fait, que ce soit le début ou la fin de semaine. Donc moi, c'est sur 10 jours d'entraînement parce que du coup, il y a 6 jours d'entraînement, c'est assez conséquent. Donc si je me base sur une semaine classique, ça ferait 6 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Non, en fait, je fais 6 jours d'entraînement, 4 jours de repos et ensuite 6 jours d'entraînement. Après, tu fais 6 jours d'affilée? Non, c'est pas 6 jours d'affilée. C'est pas 6 jours d'affilée. Par exemple, après une séance jambes, je m'octroie forcément 1 jour de repos. Donc, par exemple, tu commences le lundi, donc dis-moi lundi, mardi, mercredi. Le lundi, c'est la séance jambes, donc la séance quadriceps. Ensuite, je m'octroie 1 jour de repos. Ensuite, ça va être pec triceps. Ensuite, ça va être dos biceps. 1 jour de repos. Épaule trapèze. Un autre jour de repos. Séance jambes, donc parce que je fais du coup ischio-mollet. Donc la séance jambes, la deuxième, je fais 1 jour de repos juste avant pour être bien et 1 jour de repos juste après. Et ensuite, c'est une séance, une autre séance d'eau. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est agencé les séances. Ça me correspond. Après, il faut trouver les choses qui correspondent aussi. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Comme tu as expliqué tout à l'heure, je ne suis pas encore un professionnel. Je ne serai peut-être jamais un professionnel dans ma vie. Donc je ne peux pas m'entraîner en fait comme un professionnel. C'est-à-dire qu'un professionnel, lui, il va se lever. Sa journée, ça va être la plupart du temps de s'occuper soit de ses réseaux sociaux, soit de ses coachings s'il a des coachings. Mais la plupart du temps, c'est les réseaux sociaux parce qu'ils ont des contrats de sponsoring, donc ils doivent faire de la publicité, ce genre de choses, du contenu pour les marques. Et ça va être de manger, s'entraîner et se reposer. Nous, on ne peut pas faire ça. On a un travail, surtout en ce moment. C'est pas les mêmes entraînements, effectivement. Sans compter tout ce qu'il y a derrière aussi, mais ça, c'est différent. Mais le but, c'est ça, c'est de toujours avoir assez de repos pour faire des entraînements qui sont assez intensifs. D'accord. Après, le surentraînement, quand on fait attention vraiment à beaucoup de paramètres, c'est plus dur d'y arriver. C'est-à-dire que pratiquant lambda, en général, par exemple, on prend l'exemple d'un débutant, déjà, il va être carencé parce qu'on est tous carencés dans beaucoup de choses. Donc au niveau de l'alimentation, déjà, rien que les protéines, l'alimentation, ça va pas. Donc moi, par exemple, je suis vraiment quelqu'un qui fait attention à vraiment tous les paramètres de récupération. En fait, mon but, c'est vraiment d'optimiser tous les facteurs. Donc je fais attention à mon repos, je fais attention à ma récupération, à ma micronutrition, à ma supplémentation, à mon alimentation. C'est vrai que ça peut paraître excessif du coup, mais en fait mon objectif c'est de me développer physiquement. Et du coup, ce serait bête de laisser un facteur de côté. Donc c'est important du coup de bien surveiller ces facteurs-là. Après, j'ai conscience qu'un pratiquant qui veut juste se développer physiquement, il n'est pas obligé d'être dans l'extrême comme ça. Moi par exemple, je suis dans l'extrême comme tous les compétiteurs parce que du coup, on a des objectifs qui font que si nous on ne le fait pas, la personne d'à côté, le jour où on se retrouve sur scène, si elle fait, forcément on sera moins bien. En fait, il faut mettre toutes les chances de notre côté, mais c'est dans n'importe quel sport, c'est comme ça en fait. Ça passe par l'alimentation, le sommeil chez nous et la supplémentation.
Voilà, ça peut passer par du coup plein de choses, mais chez les autres sportifs aussi, normalement, c'est censé passer par ces facteurs-là aussi. Après, ça va diverger aussi. Ah oui, dans tous les sports. Hein. Mais du coup, un pratiquant lambda, moi, si j'avais un conseil à lui donner, c'est vraiment faire attention à son alimentation, c'est important, à son sommeil, ça c'est vraiment la base. Et après, s'il a envie de prendre des compléments, je l'orienterai plutôt vers des compléments de micronutrition, donc c'est les vitamines, les minéraux, ce genre de choses, avant de penser à les pré-workouts, parce que souvent en ce moment c'est la mode des pré-workouts. La protéine en poudre aussi, c'est pas indispensable honnêtement. Si on mange bien dans la journée, on n'est pas obligé de prendre des protéines en poudre. Bien sûr. Voilà, donc pareil, les acides aminés, ce genre de choses, c'est pas des choses qui sont indispensables. Pour moi, les choses qui sont indispensables, c'est la micronutrition parce que vraiment c'est le plus important pour optimiser, que ce soit la récup, les performances, peu importe notre objectif, c'est vrai que c'est important du coup de veiller à ça. Voilà. Donc, vous avez entendu, dormez, mangez correctement. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner en complément, un peu de vitamines minéraux, et puis entraînez-vous. Moi je rajouterais, entraînez-vous intensivement, soyez régulier parce que vous ratez une séance, c'est dommage. Faites des exercices de base, mettez de l'intensité et vous ne prenez pas trop la tête. Voilà, je pense que... Ouais, super bien. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, partager aussi. Je vous mettrai du coup en description les liens pour retrouver Michael du coup. Parce que voilà, sur sa chaîne YouTube du coup il a des vidéos qui parlent plus en détail du coup de sa méthode, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.